quand un collectif est ensemble et est bien ensemble, je crois que le faire, il est plus facile aussi à accomplir. Et il y a plus de fluidité qui peut s'installer. Je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à 60 ans. Musique douce et verre en main, on nous fera bientôt admettre que le travail est un plaisir. Inspiration collective, c'est un podcast pour inspirer et s'inspirer en équipe. Chaque mois, retrouvez en alternance une méditation collective et une inspiration pour collaborer différemment en équipe. Je vous souhaite de belles inspirations collectives. Aujourd'hui, je reçois Claire Giraudet. Claire, nous nous sommes rencontrés à distance. Tu lançais une proposition d'avoir des marches inspirantes et j'ai répondu à l'appel. L'idée, c'était de pouvoir rencontrer une nouvelle personne par semaine, si je me souviens bien, et idéalement en marchant. Comme j'adore marcher et que j'adore faire des nouvelles rencontres, j'ai répondu favorablement et nous avons longuement échangé. Depuis, je t'associe à la forêt dans laquelle j'ai été marcher et je t'associe aussi à un sujet qui te tenait à cœur et auquel tu m'as ouvert, qui était la robustesse et aussi à la joie. Alors aujourd'hui, peut-être avant de rentrer dans le cœur d'un sujet, en tout cas pour lequel tu es là aujourd'hui, je te propose de te présenter et de nous dire d'où tu parles. Alors, donc d'où je parle, la première chose qui me vient, c'est la région dans laquelle j'ai atterri il y a 2 ans et demi, maintenant 3 ans en fait. C'est le Limousin. Donc tu parles de forêt, moi je suis entourée de forêt au quotidien. Et d'où je parle d'un endroit où après presque 20 ans d'expérience professionnelle et bénévole dans des collectifs, je me suis aperçue de la difficulté que c'est de travailler en groupe. Parce qu'on n'a pas appris à le faire à l'école. On nous a plutôt appris à être compétitifs entre nous. Il y a de la compétition entre nous à plein d'endroits. On n'a pas les codes, tous les codes en tout cas de la relation interpersonnelle. On n'a pas tous les codes des dynamiques collectives. Et du coup, après 20 ans, je me suis aperçue combien, pour beaucoup, c'est encore une souffrance en fait, de travailler en équipe. Ça peut générer de la souffrance. Et il y a 3 ans, presque 4 ans maintenant, j'ai eu envie, parce que moi aussi en fait j'ai beaucoup souffert de ce travail en collectif. J'ai longtemps détesté ça, parce que c'était très, très, très inconfortable à plein d'endroits. J'ai voulu, il y a 4 ans, me former à ces sujets-là. Et donc, je me suis, après cette formation qui a été révélatrice pour moi, je me suis lancée en tant que professionnelle de l'accompagnement des collectifs et des dynamiques collectives par l'intelligence collective, mais pas que. J'aime aussi tout ce qui est dynamique collective, parce qu'un collectif ne cherche pas forcément à faire de la coopération à tout prix. Il peut y avoir des formes de collaboration, donc c'est un peu moins poussé que la coopération. Et même à ce niveau-là, c'est pas toujours facile de travailler ensemble. Donc voilà d'où je parle. Et je parle aussi en tant que femme. Pour moi, c'est des sujets qui sont intimement liés, parce que dans les collectifs, il y a des mécanismes de domination que j'ai vécu et que je vis encore en tant que femme. Mais je crois que on n'est pas la seule catégorie de personnes dans cette société à vivre des mécanismes de domination, à en être victime. Et j'ai une grande appétence et je prends un grand soin dans toutes mes approches, dans tous mes accompagnements, à être extrêmement attentive à l'inclusion et à ne pas reproduire des systèmes de domination. Alors je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais en tout cas c'est une cause qui me tient énormément à cœur, parce que je pense qu'on gagnerait tous et toutes à ce qu'il y ait moins de domination dans cette société, qu'il y ait plus de coopération. Voilà d'où je parle. Mmh. Merci Claire. Bon, c'est déjà très riche de voir un parcours où tu resitues finalement un peu le pourquoi tu en es là aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a amené à ce métier, ou en tout cas à être dans des fonctions de ce type-là.
Et aujourd'hui, j'ai fait appel à toi pour partager autour d'un sujet. Quelle piste ou peut-être, je sais pas si c'est une piste, une pratique ou voilà, quel sujet souhaites-tu partager à des équipes qui ont l'élan de renforcer leur collaboration ou d'apprendre à collaborer autrement? On l'a évoqué, tu l'as évoqué en introduction, moi je crois beaucoup à la joie. De plus en plus, j'applique une grille de lecture sur les dynamiques collectives, qui est un peu celle que je suis en train de me forger petit à petit de ma pratique. C'est qu'un collectif, c'est une somme de personnes qui travaillent ensemble, et donc qui font ensemble, et donc qui ont intérêt à avoir une cohérence de leurs actions pour aller dans le même sens, ou en tout cas dans la même direction. Mais c'est aussi un collectif qui vit ensemble, qui est ensemble. Euh, et pour ça, je crois profondément à la joie, qui est source de cohésion et qu'il faut entretenir. J'ai beaucoup vécu des collectifs bénévoles où les gens sont là que parce qu'ils ont envie d'être là. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de contrat. Donc s'il n'y a pas la joie d'être ensemble, la joie de faire les choses ensemble, parfois même la joie de se tromper, enfin ça peut être joyeux de se tromper, de se dire bon ben là on s'est planté, mais c'est pas grave, on a appris. S'il n'y a pas cette joie, les gens partent. Enfin, c'est un des moteurs les plus puissants, je crois, dans la vie, la joie. Je crois que notre cerveau est toujours en recherche de ça. Et donc je crois qu'il faut savoir cultiver la joie. Ça c'est une des premières pistes et je pense qu'on va la tirer le fil, mais ça me semble être quelque chose que les gens oublient souvent, et je le constate quand j'approche des collectifs. Souvent, quand j'arrive, qu'ils sont venus me chercher parce qu'il y a un souci, je vois qu'ils ont perdu la joie, en fait, d'être ensemble et de faire ensemble. Donc, il y a cette première piste-là. Et la robustesse, qui est pour l'instant pareil, moi, un début de recherche, j'ai pas encore toutes les réponses et je suis encore largement en chemin, mais il y a quelque chose autour du temps pour moi, de prendre le temps. Je crois que la robustesse qui est présentée par Olivier Hamon comme un antidote à la performance re-questionne notre rapport au temps. Et pareil, cette question du temps dans les collectifs, moi, elle m'interroge beaucoup. Est-ce que vous prenez le temps juste d'être ensemble? C'est peut-être une question que j'aurais à poser aux collectifs qui nous écoutent. Est-ce que vous prenez le temps juste d'être ensemble? Ouais, merci Claire pour ces partages. Ce que j'entends, en tout cas comme lien d'ailleurs entre les deux, c'est tout à l'heure tu as dit pour la joie quelque chose de un peu du voilà des collectifs qui viennent dans le faire plutôt que dans l'être et là c'est aussi est-ce que vous prenez le temps d'être ensemble donc en tout cas j'entends quelque chose de l'ordre de l'être et peut-être si on met le focus sur la joie. Tu disais que tu te rendais compte que c'était quelque chose que peut-être les collectifs avaient perdu alors que c'était central, moteur. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus peut-être sur ben voilà, soit de l'ordre de quelque chose de l'ordre du constat ou alors comment s'y prendre pour ramener de la joie? Alors je peux parler du constat, effectivement, aller un peu plus loin ce que j'ai commencé à dire. Je m'aperçois effectivement que les collectifs qui sont en souffrance, souvent ils viennent me voir parce qu'en fait ils sont dans l'opérationnel tout le temps. Ils sont en retard, ils organisent les réunions à la dernière minute, et ils sont dans le faire, comme tu le disais, ils sont dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. Pour des bonnes raisons, hein, enfin, j'ai pas mal accompagné des tiers-lieux. Les tiers-lieux, bah, il faut ouvrir, il faut accueillir le public, il faut faire une programmation, faut faire les courses pour qu'il y ait de quoi servir des cafés. Enfin, il y a d'énormes bonnes raisons, tout à fait justifiées d'être dans le faire et de n'être que dans le faire. Mais je m'aperçois que souvent, bah, il y a une sorte d'épuisement ou de surengagement dans le faire, qui fait qu'effectivement, tout ce qui est l'être, le vivre ensemble est complètement mis de côté. Alors que je pense que si on rééquilibre, je suis convaincue de ça, c'est des preuves qui sont difficilement quantifiables et qualifiables, mais quand un collectif est ensemble et est bien ensemble, je crois que le faire, il est plus facile aussi à accomplir, et il y a plus de fluidité qui peut s'installer.
dans la partie du faire ensemble de la cohérence. Donc un des conseils, une des actions à faire et que je propose souvent au collectif que j'accompagne, c'est remettre des rituels. Déjà pour arrêter d'être dans le hamster qui tourne en rond et qui ne s'arrête pas. Remettre des rituels, ça permet, oui, d'accomplir le faire et d'être dans l'opérationnel sans être un peu pris par le temps et d'avoir des temps de travail, mais aussi de ritualiser les moments d'être ensemble. Enfin, on peut très bien, dans un même espace-temps d'une réunion, avoir du faire ensemble et du être ensemble, par des séquences d'accueil, d'inclusion, par un petit pot à la fin pour célébrer qu'il y a une réussite. Ça peut être juste prendre le temps de prendre un café ensemble. Je pense aux équipes de tiers-lieux, des fois, c'est juste, allez, on se pose un quart d'heure là, mais on fait rien d'autre que juste être là, autour d'un café. C'est des petites choses comme ça, mais qui sont intéressantes de ritualiser pour pas perdre le lien. Et pour entretenir ça. C'est comme, moi je fais la comparaison souvent avec les couples. Un collectif, c'est un énorme couple, mais c'est les mêmes mécanismes. Hein. Et je suis la première dans mon couple à être beaucoup dans le faire parce qu'on a 2 ados, parce qu'on a une maison à faire tourner, on a 2 jobs. Mais si on prend pas le temps, de temps en temps, de se faire un repas au resto, de se poser juste un quart d'heure comme ça, à se regarder dans les yeux, dire comment ça va pour toi en ce moment, et ben on oublie cette partie du être ensemble et de se reconnecter à l'humain en fait qui est en face de nous et pas juste à la fonction ou à l'opérationnel qui est en face de nous. Donc je crois que c'est un des conseils qui est valable, oui, et pour la cohérence et pour la cohésion, c'est ritualiser les choses. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de tiens, il faudrait qu'on se remette une date, il faudrait qu'on reprenne une date, tout ça. Et vous vous déchargez de pas mal de choses à penser en charge mentale et ça vous laisse de l'espace pour vous reconnecter et être ensemble. Chouette, merci d'avoir nommé ce parallèle qui m'est venu assez vite. Je l'ai dit dans plusieurs épisodes précédents à quel point finalement là je propose un podcast sur la destination des équipes, mais en fait comment ça résonne voilà pour la vie de couple, la vie amicale, enfin voilà les groupes plutôt familiaux et effectivement ce côté voilà du sortir du faire et pouvoir, en tout cas toi l'une des pistes déjà c'est de ritualiser, c'est ça que tu dis. En tout cas, c'est que le fait de pouvoir proposer des rituels, ça évite justement de le perdre au fil du temps, et peut-être ça vient l'ancrer. Est-ce que donc là, tu as commencé à proposer des rituels, donc tu dis un rituel d'accueil, peut-être des rituels pour se poser, au début, tu nous partageais l'intérêt pour toi de la joie, l'importance de la joie. Est-ce que tu as peut-être vécu des exemples qui pourraient parler voilà, à des collectifs ou des collectifs professionnels ou autres autour de la joie? Alors moi j'ai une approche par le jeu. Alors pas à chaque fois mais très souvent. J'amène notamment dans des actions plutôt de sensibilisation, aux dynamiques de collaboration, le jeu. Je trouve que c'est un moyen assez simple d'amener de la joie dans un collectif parce que le jeu nous fait revenir dans une posture un peu plus enfantine. En tout cas, on lâche un certain nombre de choses qui font qu'on se reconnecte plus facilement à la joie. Je l'ai récemment réexpérimenté. Il a fallu que je me présente, j'avais une petite dizaine de minutes pour présenter mon activité. Et j'ai commencé par une bataille de pouces pour illustrer les difficultés à coopérer. Voilà, on est tout de suite dans la compétition, on cherche à être le meilleur, etc. Et je vous dévoile pas la suite, mais en tout cas, c'est un petit jeu qui fait que c'est très impactant, c'est très joyeux et ça permet très vite de comprendre comment les dynamiques de collaboration se mettent en place ou ne se mettent pas en place dans un collectif. Donc j'ai pas mal de jeux comme ça, plus ou moins longs. Hein. Il y en a qui sont très courts et puis il y en a qui sont qu'on peut jouer sur 40-45 minutes. Et ensuite je débriefe. Mais il y a eu ce moment de joie en fait. Il y a eu ce moment qui a
qui a créé une empreinte émotionnelle aussi dans le cerveau des personnes connectées à la joie. Et on sait dans les apprentissages avec la neuroscience que quand on a une empreinte émotionnelle positive, agréable, sur un apprentissage ou sur un événement, on va plus facilement le retenir et plus facilement l'ancrer. Donc j'utilise ce mécanisme de la joie à travers le jeu dans mes interventions. Et juste par curiosité, est-ce que c'est plutôt des jeux, alors là tu nommais la bataille de Pouce, mais est-ce que c'est des jeux du type de la ludopédagogie, quelque chose de l'ordre de jouer pour apprendre quelque chose, ou c'est vraiment du jeu, jouer pour prendre du plaisir, jouer pour se connecter à la joie, ou est-ce que ça peut être plusieurs dimensions Alors moi je les utilise plutôt dans tout ce qui est le côté pédagogique, c'est souvent dans je l'utilise particulièrement dans les collectifs qui arrivent avec une intention de comprendre un peu ce qui se passe dans leurs équipes ou de s'inspirer ou de s'éveiller à d'autres manières de faire, qui n'ont pas forcément un problème opérationnel vraiment identifié. Voilà. Souvent, c'est des managers qui arrivent et qui me disent « Je vois bien qu'il y a un truc qui cloche dans mon équipe, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi, je vois bien que ça collabore pas autant, mais je sens qu'ils sont pas prêts à passer à on met les mains dans le cambouis, on va voir ce qui se passe. » Donc c'est plutôt de l'action de sensibilisation et de l'action pédagogique et inspirationnelle, en disant on va se mettre en situation de collaboration, mais avec un jeu, et on va voir quel enseignement on en tire. Donc c'est plutôt à intention pédagogique et de sensibilisation. Mais comme tu le dis, ça je le pratique pas, mais ça pourrait être un conseil à des collectifs de jouer ensemble, mais jouer pour jouer. Juste, on sort un tarot, on sort un Dixit, on sort des petits chevaux, et jouer pour jouer aussi, ça pourrait faire partie des rituels à instaurer en équipe. D'ailleurs, à ce propos, si j'ai un exemple d'une équipe à dans une école privée de management et une école d'ingénieurs à Limoges. Je les ai rencontrés autour du jeu, justement, sur une table ronde, et une partie de l'équipe me confiait que le midi, dans leur salle de pause, ils avaient des petits jeux, alors des petits jeux de rapide 10 minutes, mais qu'ils jouaient du coup en équipe le midi sur leur pause. Et ça pourrait être un chouette rituel aussi pour cultiver la joie d'être ensemble. Ok, merci beaucoup pour ce partage autour de cultiver la joie via le jeu. Est-ce que tu as des exemples de ritualiser cette joie? Je suis assez fan des célébrations, qui sont des moments de joie. La joie est liée beaucoup à la célébration. Célébrer une réussite, célébrer un départ, célébrer une arrivée dans un collectif. Ouais, je trouve que c'est célébrer les anniversaires. Le rituel autour de la célébration me semble déjà quelque chose qui n'est pas difficile à instaurer parce que c'est des faits, c'est pas des choses, c'est des choses qui sont hyper tangibles et hyper perceptibles, très visibles. Et c'est un bon moyen d'ancrer la joie tout au long d'une année, tout au long de la vie d'un collectif. Après, moi, ce que je fais aussi souvent, alors c'est dans ces inclusions, dans la manière de démarrer ces réunions, ce qu'on appelle parfois icebreaker ou météo. Moi, je vais souvent chercher, un peu comme les chapeaux de Bono, je vais un peu provoquer aussi l'expression de la joie, parce qu'on est tous très imprégnés du biais de négativité. On voit toujours un peu plutôt facilement le verre à moitié vide. Donc ça m'arrive quand même des fois, en fonction du contexte, c'est pas systématique, mais je le propose quand même souvent, c'est d'avoir une inclusion qui va chercher les deux côtés. Qu'est-ce qui m'est inconfortable aujourd'hui, mais aussi l'autre pendant de la pièce, mais qu'est-ce qui me met en joie aujourd'hui, qu'est-ce qui a égayé ma journée, qu'est-ce qui fait que j'ai eu le sourire ce matin ou hier soir, et d'aller chercher ça, parce que l'humain voit plus facilement ce qui va pas que ce qui va. Donc ça peut aussi passer par ça, de forcer un peu la chose. C'est pas être bisounours, parce que je le propose toujours en regard de ce qui est inconfortable. On est
on est des nuances, on est sans cesse traversé par des nuances d'émotions. Et donc, on n'est pas que du négatif, on n'est pas que de la déception ou de la tristesse, on peut avoir aussi de la joie. En même temps, ça peut cohabiter. Donc souvent, j'invite à ça aussi. C'est qu'est-ce qui est inconfortable, mais qu'est-ce qui m'a mis en joie aujourd'hui. Des fois, c'est un peu difficile pour certains et certaines dans certains groupes parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais quand j'accompagne un groupe sur plusieurs semaines, plusieurs mois, les gens se disent ah ouais, du coup, toi, je repense souvent à ton inclusion. Alors moi, je l'appelle ma rose et mon épine. C'est inspiré de Jean d'Ormesson. Mais ils disent ah bah du coup, je repense souvent à ta proposition de prendre le temps de réfléchir à ce qui est inconfortable pour moi en ce moment, mais qu'est-ce qui me met quand même en joie. Donc voilà, c'est des propositions, mais tu vois, j'ai pas d'exemple particulier, c'est des pratiques que moi j'ai et que j'instaure avec les collectifs avec lesquels je travaille. Okay, merci. Encore une fois, je retrouve cette dimension d'équilibre. Tout à l'heure, tu disais un équilibre entre le faire et l'être. Là, tu parles de l'équilibre entre ben voilà, ce qui est inconfortable et ce qui met en joie parallèlement. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est précieux, je pense, dans ce que tu dis, qui est, c'est aller cultiver la joie. C'est pas simplement pour faire comme si tout allait bien, mais c'est aussi mettre un peu comme le viseur là-dedans, un petit peu se décaler pour se reconnecter à ça. Oui, tout à fait. Pendant que tu parlais, je le voyais, c'est toujours une question d'équilibre, hein, mais c'est mettre le curseur un point central, en fait, comme si, je sais pas moi, à gauche, il y avait toutes les émotions désagréables et à droite, toutes les émotions agréables. C'est rester centré, quoi. C'est accepter, oui, c'est accepter qu'on est nuance. La société nous invite beaucoup à être dans le binaire, dans quelque chose de très très binaire et peu de nuances, et du coup aussi assez négatif, parce que le négatif fait vendre. Mais je crois que du coup, on oublie de regarder ce qui est joyeux dans notre vie, ce pour quoi on a de la gratitude, voilà, ces choses-là en fait. Et inviter à le faire en collectif, c'est aussi potentiellement, comme je le disais, il y a des gens qui m'ont remercié parce que ça les avait invités dans leur vie personnelle ensuite à avoir ce regard-là, de se dire ah oui, ok, ça va pas, mais il y a peut-être des choses qui vont quand même dans ma vie et j'arrive à les voir et à les observer. Donc ouais, c'est un équilibre et puis c'est une invitation à accueillir, accueillir la palette de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on ressent, quoi. Merci pour ce partage. J'aime beaucoup cette idée de palette comme voilà une forme d'acceptation, pas chercher à avoir telle ou telle couleur, mais juste voilà accueillir l'intégralité. Et du coup, ce que j'entends aussi dans ce que tu partages, c'était le fait de pouvoir le nommer aux autres comme un élément aussi peut-être clé là-dedans. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça parce que je pourrais le faire pour moi-même, Oui. en fait, ce travail-là seulement, à l'intérieur de moi. Et là, j'entends que c'est quelque chose que tu invites à faire plutôt et aussi au moins en collectif. C'est quoi l'importance, l'intérêt? Alors, moi, souvent, c'est ce qu'on appelle dans les moments d'inclusion, de démarrage d'atelier ou de réunion. Je le fais pour une intention, enfin, avec une intention qui est quelque chose qui est important pour moi. C'est que quand on arrive ensemble dans un espace-temps pour travailler ensemble, on est traversés tous et toutes par plein d'émotions. Potentiellement, elles peuvent un peu brouiller notre capacité à être liés, ou notre capacité à travailler, ou notre capacité à être en écoute. Toutes ces émotions, ouais, elles peuvent être un peu comme un brouillard, quoi, ou comme des interférences. Et donc, cette phase d'inclusion, elle est importante pour déposer ça. On le sait, les neurosciences l'ont dit, quand on commence à nommer l'émotion, à l'identifier, à la reconnaître, elle prend moins de place dans notre cœur, dans notre tête, dans notre corps, et ça s'appelle la déposer. Et donc je crois que c'est important dans une réunion de travail, où on va travailler avec d'autres personnes, de pouvoir déposer ça pour se laisser un peu plus de place et de disponibilité mentale et émotionnelle pour travailler avec d'autres.
Et puis surtout, ça permet aux autres, potentiellement d'entrer en empathie. De dire: «Bon, bah, voilà, il dit rien, il est mutique aujourd'hui» et de ne pas interpréter, en fait, il nous a juste confié qu'il était préoccupé par, sa grand-mère qui est malade ou qu'il est préoccupé parce que, sa voiture est en panne, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, hem, ça permet à chacun et à chacune d'être accueilli dans l'état dans lequel il est à cet instant-là, que ce soit une émotion agréable ou désagréable. Je connais des gens qui peuvent être extrêmement joyeux, mais du coup, ça les met dans des états un peu foufou, où ça peut partir dans tous les sens, on a du mal à les arrêter. Et ça, c'est précieux aussi pour un groupe de le savoir. Voilà, je suis hyper excitée parce que ma fille vient d'avoir le bac. Voilà, c'est une super joie, on n'y croyait pas, etc. Bah, ok, bah, du coup, je suis pas très concentrée, je suis un peu foufou, et c'est normal en fait. Et du coup, ça évite pas mal de friction, je crois, de dire aux autres, dans l'état dans lequel on est, avant de démarrer un travail ensemble. Et ça me semble, c'est très peu utilisé en entreprise, hein. La place de l'émotionnel en entreprise, il commence tout juste à avoir un peu de place et encore pas partout et pas dans tous les sujets et pas dans tous les espaces. Mais je crois que pour être de bons humains et être bien ensemble et faire bien ensemble, on ne peut pas se couper de notre partie émotionnelle et donc faut lui laisser de la place et de la joie et à la joie en particulier. Merci pour ces partages, ça résonne beaucoup, ben, voilà, d'aller aussi sur, les émotions de manière, finalement plus large et cette place qui est laissée. J'ai beaucoup aimé l'image que tu as donnée du brouillard et de l'interférence. Je me dis, voilà, il y a quelque chose, en tout cas comme ça, d'arriver et d'un un risque que ce soit interprété d'une manière. On parlait de vie familiale ou de vie de couple tout à l'heure. Je crois que c'est un peu parfois la même chose, voilà, rentrer du travail, puis en fait, voilà, sans prendre ce temps d'arrêt. En fait, c'est ça que je vois dans la proposition que tu fais. C'est vraiment comme un temps d'arrêt pour être en lien, pour se connecter, pour rejoindre l'autre et voilà, partager où chacune en est. Et tu disais que déjà le simple fait de déposer quelque chose qui est un peu lourd, ben voilà, ça permet de faire redescendre. Donc merci ouais, pour ce partage. J'ai envie de faire le lien avec la robustesse. La robustesse, de ce que j'en ai compris, c'est aussi faire place à toutes nos nuances, à toute notre diversité, diversité de compétences, diversité d'émotions aussi. Je crois que profondément, on est robuste, c'est-à-dire qu'on est capable de résister à ce qui nous arrive de pire ou à ce qui nous arrive, enfin des crises, euh, parce qu'on est capable d'accueillir justement toutes ces émotions, qu'on est capable de reconnaître que c'est peut-être pas une situation confortable, mais que ben, on va trouver les moyens d'aller de l'avant et qu'on a les ressources pour faire face. Et je crois que si on n'est pas connecté à son émotionnel, on ne peut pas être robuste. Et peut-être si tu voulais faire le lien avec l'équipe, les collectifs dans la robustesse, ça donnerait quoi? Et ben je pense que c'est aussi accepter de regarder ensemble ce qui traverse le collectif. J'ai typiquement un exemple de collectif que j'accompagne en ce moment, et je crois qu'ils ont fait assez preuve de robustesse. C'est-à-dire qu'ils ont vécu une première situation où ça s'est mal passé. Ils avaient quand même essayé de faire appel à quelqu'un, mais ça s'est mal passé. La même situation s'est reproduite une deuxième fois, donc c'est là qu'on voit qu'a priori ils n'avaient pas traité le problème à la racine, ils avaient cherché à compenser et à continuer dans l'opérationnel, là pour le coup, mais pas dans l'être ensemble, je crois. Et, euh, et là aujourd'hui, ils ont su de nouveau demander de l'aide, mais suffisamment en amont, je pense, pour que cette fois-ci, ça n'aboutisse pas à la même situation. Et ils ont osé regarder, alors avec mon invitation, parce que du coup, moi, j'ai bien perçu qu'il y avait pas mal de choses qu'ils n'osaient pas regarder ensemble. Donc là, je les ai invités à regarder ensemble tout ce qui fonctionnait, tout ce qui ne fonctionnait pas, enfin, d'aller dans cette nuance-là, de ne pas se concentrer que sur ce qui n'allait pas. Parce que forcément, un collectif qui va pas bien, il dit bon, bah ça va pas, donc on va essayer de résoudre ça, mais sans regarder toutes les ressources qu'ils ont, sans regarder tout ce qui a bien fonctionné, sans regarder tout ce qui a été joyeux pour eux, quand on revient à la joie.
Et donc, du coup, en se coupant de ressources internes et externes qu'ils ont, quoi. Donc du coup, vraiment accepter de regarder ensemble une situation dans sa globalité. Et c'est en ça aussi que je prône l'intelligence collective. C'est si jamais cette association s'était contentée de travailler qu'avec son CA, disant bah, avec le CA on va regarder avec le CA ce qui va pas, ben, on se serait coupé d'un certain nombre de choses. Donc j'ai insisté aussi pour que les réunions et les ateliers aient lieu avec d'autres personnes, pour qu'il y ait d'autres regards et on essaye d'avoir une vision à 360 au maximum pour voir toutes les nuances de la situation. Et là, on peut introduire la notion de complexité. Une situation n'est jamais simple et le diagnostic n'est jamais simple, surtout dans un collectif. Il y a tellement d'interdépendance, de relations, possiblement d'interférences. Plus tu multiplies le nombre de personnes, plus tu multiplies la complexité. Il faut pouvoir prendre en compte toutes les nuances, toutes les données, et toutes les compétences et toutes les émotions de tout le monde pour pouvoir résoudre une situation complexe. Donc c'est là que l'intelligence collective entre en jeu, et que sur un collectif, si on se contente d'interroger 2-3 personnes pour essayer de résoudre un problème qui en concerne 20, on va sans doute passer à côté de pas mal de choses. Et du coup, avec voilà tout ce que tu viens de dire, donc c'est un peu comme si on allait dans différentes boîtes un petit peu de plus en plus profondes à aborder finalement là aussi une nuance de sujets qui sont tout à fait connexes. Et pour une équipe peut-être qui aurait voilà l'élan d'aller regarder ça, quel pourrait être le premier petit pas à faire possible, facilement accessible? Alors le premier petit pas que je proposerais, il y en a un autre mais qui est un peu plus complexe, donc je en parlerai peut-être après, mais en tout cas le premier, c'est d'utiliser des matrices avec différentes entrées ou différentes entrées. Je pense à une matrice où c'est 3 éléments. Alors après c'est le SAD, MAD, GLAD en anglais, qui veut dire tristesse, inconfort, je crois, et joie, ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas très forte en anglais, mais et du coup, je le décline souvent entre qu'est-ce qui m'a rendu profondément triste, ou qu'est-ce qui m'a rendu profondément triste ou en colère. Qu'est-ce qui m'a mis en inconfort, qui n'était pas génial, mais bon, ça passe, et qu'est-ce qui m'a mis en joie. Donc on peut l'aborder avec le côté émotionnel, mais aussi on peut l'aborder d'une manière factuelle. Qu'est-ce qui a super bien fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné moyen et qu'il faudrait qu'on retravaille, et je sais plus le premier que j'ai dit, et qu'est-ce qui a pas bien fonctionné du tout. Enfin, en tout cas, d'avoir une analyse, un regard sur des événements, ou sur une réunion, ou sur, en tout cas, de prendre le temps d'évaluer, ou en tout cas d'avoir un regard en arrière sur ce qui s'est passé, mais avec cette nuance-là. Et d'apporter toute la palette. Voilà. Rien n'est jamais 100% un échec, et rien n'est jamais 100% une réussite. Moi, je me l'applique, alors un peu moins souvent ces temps-ci, il faudrait que je le reprenne, c'était un rituel qui était chouette. Pareil, dans toutes mes interventions, à la fin, en dehors du retour des participants, je me faisais une petite matrice comme ça. Qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné et que je ne reproduirai pas parce que c'est vraiment pas la peine. Qu'est-ce qui a plutôt bien fonctionné, mais il faudrait peut-être que j'y retravaille ou que je modifie un peu ma façon de faire. Qu'est-ce qui a super bien fonctionné qu'il faut que je garde parce que ça fonctionne super bien et moi j'ai de la joie à le faire, donc qu'est-ce qu'il faut que je conserve. Et qu'est-ce que ça m'a donné envie d'inventer ou de créer ou d'explorer. Quelque chose que je n'ai pas fait, mais que voilà. Et je trouve ça chouette aussi de l'appliquer au collectif, parce que être ensemble et faire ensemble, c'est aussi apprendre ensemble. Et on apprend aussi de ses expériences. Donc, mais pas de juste se dire ah ouais, c'était trop bien. Et puis c'est tout. Bah oui, c'était trop bien. Et il y a peut-être des choses à améliorer, il y a peut-être des choses. C'était trop bien, donc il faut vraiment qu'on refasse de la même manière.
et d'aller analyser pourquoi c'était trop bien. Voilà, c'est une invitation à regarder dans le rétro, mais avec plein de lunettes différentes et de couleurs différentes. Et pour ça, j'aime bien aussi, mais c'est un peu plus complexe, mais si les gens qui nous écoutent connaissent, j'aime bien les chapeaux de Bono aussi pour ça. C'est que ça va chercher à travers 6 filtres. Alors le filtre du pessimiste qui voit que tout ce qui n'a pas fonctionné ou tout ce qui risque de ne pas fonctionner, avec le chapeau de l'optimisme voilà, qui voit tout ce qui était génial ou tout ce qui va être génial ou tout ce qui est enthousiasmant. Il y a le factuel qui voit les faits, qui va s'arrêter sur les chiffres, sur les choses vérifiées. Le chapeau vert de la créativité, donc moi je le présente toujours comme toutes les idées sont bonnes. Peu importe laquelle, de la plus loufoque à la plus simple, mais toutes les idées sont bonnes. Le chapeau rouge de l'émotionnel, donc qu'est-ce que ça me fait ressentir cette idée, ou qu'est-ce que ça m'a fait ressentir ce qui s'est passé. Le chapeau bleu qui est plutôt l'organisation, les choses, et souvent quelque chose de plutôt logistique, etc. C'est souvent le facilitateur qui prend la main à ce moment-là, ou l'animateur. Mais voilà, donc c'est 6 chapeaux qui sont vraiment une invitation à regarder toute la nuance et toutes les facettes d'un événement ou d'une idée ou d'un projet pour avoir une vue globale et pas juste s'arrêter sur une crispation ou sur un truc qui a bien fonctionné et on passe à autre chose. Ok, merci beaucoup. Donc j'ai entendu en tout cas que comme prochain petit pas, ce que tu proposais, c'était d'utiliser peut-être une matrice qui peut venir soutenir justement une forme de perception un peu plus 360 degrés. Donc tu proposais la matrice MAD. T'en proposais une autre que tu faisais pour toi, moi qui me faisait penser à la KISS, là, Keep, Improve, Start and Stop, et les 6 chapeaux de Bono. Donc ça, c'est 3 matrices. Et bon, juste pour l'anecdote, c'est quelque chose que je peux utiliser moi dans ma vie perso ou même avec des enfants, tu vois, tiens, voilà, on a fait une journée, qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on aurait envie de changer, tout ça. Donc, et je retiens aussi dans ce que tu partages, il y avait tout à l'heure, on avait le combo faire et être, comme les 2 pièces, et puis là, tu as rajouté faire, être et apprendre ensemble. Donc peut-être, voilà, c'est chouette de pouvoir clôturer tranquillement sur le faire, être et apprendre ensemble. Est-ce que peut-être tu aurais soit un mot de la fin, soit une piste que tu aurais envie de partager à des équipes qui ont envie d'aller plus loin, même si ce que tu as dit était déjà des pistes? J'avais un truc à rajouter parce que j'ai une petite frustration. On parlait de rituel au tout début de cet échange. Je voulais attirer l'attention sur un rituel ne doit pas devenir une routine. Et je fais la nuance de le rituel, il a du sens, il est choisi avec conscience, avec intention. La routine, en fait, c'est un rituel qui devient une habitude qu'on ne re-questionne pas, dont on ne sait plus très bien pourquoi on le fait, et qui du coup perd toute sa saveur et toute sa puissance. Donc, si vous mettez en place des rituels, c'est top et allez-y, et je vous encourage à le faire évidemment. Juste petite attention, ne transformez pas ça en routine qui perdent le sens et qui du coup devient délétère en fait et vient au contraire peut-être un peu abîmer son intention première qui est de faire du lien et d'être ensemble. Donc c'est juste une petite attention, une petite recommandation. Je vois tellement d'équipes de travail notamment qui instaurent la météo en début de réunion. Ça c'est chouette et j'ai rien à dire. Voilà. Mais il ne faut pas que ça devienne une routine qui fait que les équipes tout d'un coup en perdent le sens et n'ont plus envie de contribuer et du coup finissent par faire du conformisme en disant ouais ça va, c'est ok pour moi aujourd'hui, alors que ça ne l'est pas. Parce que ça vient complètement desservir et le rituel et ça vient abîmer les liens, parce qu'il y a du non-dit qui s'installe, et donc c'est dommage, c'est pas l'intention de départ. Ouais, merci de rajouter ça, c'est précieux comme recommandation, préconisation.
Ce qui me vient justement là dans ce que tu partages, c'est vraiment ce côté se connecter au pourquoi on le fait, s'autoriser à changer quelque chose qui a été fonctionnel à un moment. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. J'ai voilà, une personne de mon entourage qui, du coup, dans la boîte où il travaille, ils ont mis en place le fait de chaque jour nommer un peu, essayer d'aller trouver l'anniversaire de qui c'était, voilà, un peu dans le monde, et de nommer des anecdotes en lien avec cette personne. Et donc souvent, c'était des trucs très rigolos. Mais en fait, ils l'ont tenu déjà plus d'1 an, donc ils l'ont tenu 2, 3, 4 ans. Puis au bout d'un moment, ça n'avait vraiment, enfin, plus du tout l'effet escompté de se connecter à une part, voilà, joyeuse, peut-être de forme de digression ou un truc un peu comme ça. Et c'était devenu juste un moment lourd. Et ça a mis du temps de venir le re-questionner. Donc merci de nommer la nuance entre rituel et routine et le fait de venir interroger le pourquoi chaque chose, chaque action est posée en équipe. Merci. Est-ce que peut-être pour les personnes qui auraient envie d'aller plus loin, tu aurais une piste à partager sur les sujets qui ont été aussi à 360? Déjà, éventuellement sur la robustesse, moi, j'invite les gens à aller écouter les conférences, les podcasts dans lesquels Olivier Amand intervient, donc qui est celui qui est en train de diffuser cette notion de robustesse comme antidote à la performance dans un monde qui est biberonné à la performance, mais qui peut-être nous envoie droit dans le mur. Donc ça, c'est une première invitation. Sur les rituels, si ce mot-là vous a questionné, j'ai un podcast à vous recommander ça s'appelle Rituel. Alors je sais plus s'il est avec un S ou sans S, mais éventuellement je te donnerai les références et tu pourras les rajouter. De ma copine Raïssa, donc qui a créé un podcast autour de ça. Elle vient, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'elle vient du Congo, ou en tout cas d'un pays d'Afrique noire. Et elle s'est intéressée à tout ce qui est rituel, avec aussi d'où elle parle, des peuples qui ont beaucoup de rituels. Donc c'est hyper intéressant d'aller écouter ça. Si ce mot-là vous a interpellé, c'est intéressant d'aller écouter ce qu'elle en dit, c'est chouette. Et puis pour la joie, j'ai pas de ressources particulières, mais il doit y en avoir plein. Donc si ça vous a oui, si ça titillait votre curiosité, je pense qu'il y a plein de ressources à aller voir, de bouquins. Je me demande s'il n'y a pas Frédéric Lenoir qui en a fait un sur la joie. Mais voilà. En tout cas, voilà, les 2 recommandations, c'est sur la robustesse et sur les rituels, qui me semblent des éléments aussi qui peuvent être creusés, qu'on a effleurés ensemble, mais qui peuvent être creusés. Et tu as nommé voilà, des ressources, et peut-être pour élargir la communauté de personnes interviewées dans ce podcast, est-ce que tu penses à une personne qui t'inspire autour des sujets de collaboration en équipe et qui pourrait être un ou une future invitée? Alors moi, il y en a une que j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps, qui a elle-même aussi un podcast elle plutôt sur les relations, et qui était facilitatrice et qui vient de légèrement modifier son parcours en s'intéressant plutôt à tout ce qui est les liens humains. C'est Lily Gros. J'imagine que tu la connais. J'aime beaucoup. Ouais, je suis fan de ce qu'elle fait en fait. J'ai aussi beaucoup appris en écoutant, en lisant sa newsletter. Donc voilà, c'est une personne ressource qui me semblerait chouette si tu pouvais l'inviter dans ton podcast, ou en tout cas inviter les personnes qui nous écoutent à aller écouter aussi ce qu'elle fait. C'est chouette. Ouais, merci. Je souris parce que du coup en 5 épisodes, tu seras le 5e épisode. Il y a 3 fois Lily Gros citée. Donc je lui ai écrit à ce sujet effectivement pour lui dire voilà, qu'elle serait possiblement une future invitée, et elle est d'accord. Et de ton côté, peut-être Claire, si on a besoin de te retrouver, est-ce que tu veux en dire plus? Parce que tout à l'heure tu nous as parlé d'où tu parlais au tout début, mais voilà, plutôt d'un point de vue situé. Et est-ce que tu veux nous partager voilà,
qui tu es, ou en tout cas comment te retrouver? Alors, le plus simple pour me retrouver, c'est d'aller sur LinkedIn. Là, c'est le moyen le plus sûr de me contacter si vous n'avez pas mon email et que vous êtes sur LinkedIn. Voilà, c'est l'endroit où on me trouve assez facilement. Et ce que je fais, peut-être, oui, effectivement, peut-être un peu préciser ma manière d'accompagner les équipes et mon approche. Je vais raconter une anecdote. Je fais partie d'un tiers-lieu, je suis coopératrice dans cette coopérative de ce tiers-lieu, et on est plusieurs Claire dans cette équipe. Et moi, j'ai donc mon nom de famille commençant par un G, on m'appelait Claire G. Et ça me met un peu de quelques petits boutons, parce que j'ai un petit souci avec le clergé et tout ce qui est clérical. Donc, un jour, lors d'une réunion, il y a une autre coopératrice qui dit on a qu'à t'appeler G-Claire. Et G-Claire, je me suis dit mais oui, mais en fait, c'est très en lien avec mon métier et mon approche. Donc maintenant, je dis que j'éclaire les dynamiques de coopération et de collaboration dans les équipes. Donc j'aborde beaucoup toutes ces dynamiques-là avec le jeu. Je fais jouer les collectifs, ça leur permet de prendre conscience de comment ils fonctionnent en se décentrant un peu de leur sujet opérationnel. Et donc voilà, et puis ensuite on débriefe ensemble et on travaille ensemble en intelligence collective pour comprendre les mécanismes, voilà. Et puis je fais de l'accompagnement sur mesure sur des collectifs, comme je le disais, qui rencontrent des difficultés et qui se posent des questions sur leur dynamique de collaboration, sur comment ils font ensemble et comment ils sont ensemble, comment ils vivent ensemble. Et je lie toujours les deux, enfin j'essaye de lier les deux, pour moi c'est indissociable. Donc voilà, j'ai cette approche-là avec les collectifs. Et puis je suis formatrice aussi, sur tous ces sujets-là. Ok, merci Claire. Eh bien, je propose tranquillement de clôturer ensemble. Merci. Merci à toi. Je suis Sarah Conègre. Vous venez d'écouter le podcast Inspiration collective. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, partagez-le pour amener plus de soins et de collaboration dans le monde. À très vite!